il y a 3 points qui frappent. Premièrement, c'est justement le fait d'essayer d'identifier toutes ces différenciations sociales avec rigueur et nuance. Donc toutes ces données que tu es allé chercher qui sont très récentes. Et ça c'est tout à fait pionnier de pouvoir justement sur différentes dimensions des inégalités à l'emploi que tu déclines, donc les qualifications, l'accès l'affrontement au chômage, la question du temps partiel et du temps plein, donc toutes ces inégalités qui émergent, la question des revenus, et donc d'aller non seulement voir comment se jouent les inégalités de genre, les égalités de milieu social, les égalités territoriales, et de voir aussi comment elles s'articulent. Et ça c'est très au fond de la recherche aujourd'hui sur les inégalités, de voir comment se jouent, comment elles peuvent se combiner, se cumuler dans les parcours de vie. Donc cette identification déjà est vraiment dans un front de recherche aujourd'hui au Canada. Mais tu vas plus loin. Au-delà de cette description que tu nous donnes à lire, en fait tu poses et tu oses affronter la question du pourquoi. Et cette question du pourquoi, elle est très difficile à affronter. Et justement, tu inscris ces inégalités d'aujourd'hui dans l'évolution du rapport salarial au Canada. Et tu remontes même dans ta deuxième partie à la question des relations entre les Amérindiens et les colons pour expliquer, pour nous mettre en perspective, c'est une plongée dans cette histoire des relations salariales au Canada, donc au Québec, mais aussi dans les autres régions du Canada, et tu affrontes la question du pourquoi, et tu nous aides à les comprendre, à les contextualiser. Donc il y a une profondeur socio-historique qui est tout à fait étonnante et remarquable, et qui aide justement à lire ces inégalités. Et enfin, et c'est dans la première partie, c'est presque à rebours de ton ouvrage, tu les mets en perspective théorique. Et tu nous donnes des outils théoriques pour comprendre comment, justement, aujourd'hui, cette question des inégalités face à l'emploi, qui font jouer différentes dimensions, qu'il est très complexe de dénouer, justement, elles s'inscrivent dans des débats sociologiques. Et ta question, et là on voit ta double casquette, tu es sociologue, mais tu as des racines aussi d'économiste, et on sent que tu arrives tout à fait à identifier qu'est-ce que la sociologie peut apporter aujourd'hui sur cette question des inégalités. Et tu nous emmènes dans les débats les plus récents sur la question de l'injustice, qui est très travaillée aujourd'hui en sociologie et qui est effectivement un des grands apports de la sociologie par rapport à un champ qui est très occupé par les économistes. Et en complémentarité, effectivement, les sociologues arrivent avec cette question de l'expérience même des inégalités, du passage à partir de quand ces inégalités se traduisent en expérience ou en sentiment d'injustice. Et donc tu nous mets en perspective et tu nous donnes les outils théoriques pour penser cette question de l'injustice et également de mettre en perspective sur un débat qui est effectivement très contemporain, qui est un front de recherche également, sur la question de l'intersectionnalité ou des inégalités plurielles. Et tu vas plus loin tellement plus loin que le manuel, tu offres ton modèle de lecture sociologique des inégalités plurielles face à l'emploi et d'essayer de comprendre par des graphiques d'une clarté extraordinaire, de comprendre comment se dénouent et s'enchevêtrent ces différentes dimensions genrées, sociales, territoriales, raciales des inégalités face à l'emploi. C'est un petit peu la genèse de ce travail. Je dirais que le livre est le produit de 2 phases de recherche. Il y a une première phase de recherche que j'ai entamée en fait, au début de mon doctorat, donc au début des années 2001, et qui m'a amené à faire une thèse sur la discrimination salariale entre les sexes en France. Et puis l'autre phase, c'est la phase qui a débuté après mon arrivée au Québec, et surtout depuis que je fais le cours sur l'inégalité sociale et marché du travail, que j'ai repris de mon collègue Paul Bernard en 2009. Alors juste en quelques mots, dans ma thèse, j'étais parti d'un étonnement. Je me demandais comment c'était possible que les économistes mesurent la discrimination salariale, ce qu'ils appellent la discrimination salariale pure, sans se référer à des modèles de justice, et puis également sans se référer à une littérature sociologique sur les processus de différenciation sociale en amont des écarts de salaire. Et donc j'ai fait une thèse sur ce que j'ai appelé les barrières discriminatoires, en amont du salaire, donc à l'accès à l'emploi, à l'accès au temps plein, et puis aussi à l'accès aux qualifications et aux responsabilités hiérarchiques.
Donc selon, évidemment, donc les barrières entre les hommes et les femmes, barrières pour les femmes d'accéder à ces dimensions-là. Et ensuite, donc, ces dimensions-là, on les retrouve dans le livre, dans la troisième partie du livre. Et on trouve aussi dans la première partie des éléments sur l'injustice sociale. Et puis la deuxième phase de recherche a débuté au Québec, dans la préparation du cours. Et puis là, j'ai dû travailler sur les questions d'histoire, histoire du rapport salarial au Canada, histoire des relations sociales au Canada. Et puis aussi les comparaisons, à la fois les comparaisons internationales entre le Canada et puis les autres contextes nationaux, mais aussi les comparaisons interprovinciales. C'est ça que j'ai travaillé surtout depuis 2009. Puis le livre est le produit de ces deux phases de recherche. Donc je dirais qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre le Canada et les États-Unis, notamment peut-être deux particulièrement, un qui a trait au régime de protection sociale et surtout au système de retraite, et puis au système d'assurance chômage qui, dans les deux cas, sont extrêmement résiduels. On a des régimes libéraux. Puis l'autre aspect qui est commun, c'est la faiblesse de la protection de l'emploi, avec, donc, pour le dire vite, une facilité donnée aux employeurs pour congédier les employés dans les deux pays. Alors après, il y a aussi beaucoup de différences. Je pense que parmi les différences, il y en a une qui s'est mise en place ces dernières années, qui a trait à l'ampleur de la polarisation sociale, à la polarisation de l'emploi et du revenu, qui est extrêmement forte aux États-Unis, qui est forte aussi au Canada, mais quand même qui est beaucoup moindre qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi des choses qui ont trait aussi à d'autres formes d'assurance sociale, notamment l'assurance maladie, qui est beaucoup plus universelle et généreuse au Canada, même s'il y a eu des réformes récentes aux États-Unis. Donc ça configure un petit peu de manière différente les rapports salariaux au Canada et aux États-Unis. Mais une différence aussi qui s'est accentuée, c'est du point de vue de l'action syndicale. Et là, on a vu aux États-Unis se mettre en place des formes d'interdiction, des clauses de paiement obligatoire des cotisations syndicales dans beaucoup d'États américains. Et ça conduit à un déclin du syndicalisme très fort aux États-Unis. Et on n'est pas du tout dans le même contexte au Canada. Donc du point de vue de l'action syndicale également, on n'est pas du tout dans les mêmes difficultés de la part des acteurs syndicaux. Ça, en tout cas pour le Canada et les États-Unis, ce seraient les principales différences que je verrais. Au Québec, peut-être le point le plus distinctif, il y en a qui ont trait à d'autres éléments que j'ai déjà indiqués là. Par exemple, la protection de l'emploi, elle est un peu plus forte, elle est plus forte au Québec pour les employés qui ont 2 ans d'ancienneté. Il y a une loi qui protège pour les employés qui ont 2 ans d'ancienneté, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces au Canada. Il y a peut-être quand même surtout, comme principale différence, des choses qui ont trait au régime de genre, donc à la capacité qu'a le Québec à défamilialiser certaines relations sociales grâce aux politiques de services de garde, grâce plus récemment à la mise en place des congés d'assurance parentale, et puis grâce aussi indirectement à l'effet qui commence peut-être seulement à se faire sentir véritablement des politiques d'équité salariale. C'est peut-être trois aspects qui là rendent le Québec distinctif par rapport aux autres provinces et qui ont trait en tout cas au régime de genre, ce qu'on peut appeler les régimes de genre. Je dirais pas qu'il est moins inégalitaire. Donc justement, une des approches de livre, c'est à chaque fois regarder les inégalités dans une des dimensions de ces inégalités. Donc ça peut être le temps de travail, l'accès à l'emploi, les qualifications ou le salaire.
mais aussi chacun des facteurs des inégalités. Alors si de ce point de vue-là, c'est vrai peut-être que du point de vue des inégalités entre les sexes, le Québec a mis en place des politiques qui commencent à montrer leurs effets. Du point de vue des autres facteurs de différenciation sociale, il n'y a pas moins d'inégalités au Québec que dans les autres provinces. En tout cas, ça me semble pas le cas. C'est vrai que le genre a servi un peu de prisme pour la construction de mon modèle d'analyse théorique. Le modèle d'analyse théorique que je propose est issu d'une réflexion sur les analyses genrées des inégalités. Mais il reste... il me semble que j'ai fait ce choix-là parce qu'il me semble que ce prisme du genre est particulièrement heuristique pour analyser les autres formes d'inégalité, elles aussi. Donc ça, c'est un premier point. Puis l'autre, c'est qu'effectivement, c'est transversal à toutes les dimensions d'inégalité, c'est-à-dire qu'on observe très clairement que les femmes passent plus souvent par des épisodes de chômage que les hommes, et ça on peut le montrer par des données longitudinales. On observe aussi que les femmes sont plus souvent à temps partiel involontaire, elles sont aussi plus souvent surqualifiées, elles accèdent, ça on le sait tous, moins aux emplois de gestionnaire, ce qu'on appelle le plafond de verre, et même à qualification égale ou à emploi de valeur comparable, leurs salaires sont vraiment plus faibles. Et donc, là, on prend tout un ensemble d'exemples, notamment l'exemple des éducatrices qui illustrent cette faiblesse des revenus de certains collectifs de travail, même en dépit de qualifications avérées et reconnues. Oui, rapidement, par rapport à ça, c'était en exploitant des données longitudinales sur les parcours d'activité que je me suis aperçu effectivement que les taux de chômage sont très forts des femmes et surtout très forts en comparaison des hommes à certains âges. Et l'âge où les écarts sont les plus forts, c'est 35-39 ans. Et on voit bien que ce type en tout cas d'écart est mal identifié dans d'autres quantifications plus transversales, par exemple faites avec le recensement. Et donc il m'a semblé qu'effectivement il y avait des formes de fragilité spécifiques à ces âges-là, et qui ne sont pas d'ailleurs qui se traduisent pas seulement par du chômage, mais aussi par du temps partiel involontaire. Et également, ce temps partiel involontaire est masqué par certaines statistiques publiques, notamment, je ne peux pas rentrer complètement dans le détail, mais il y a dans la définition publique du temps partiel involontaire, cette définition amène à ranger un ensemble de femmes qui veulent travailler à temps partiel parmi du temps à temps plein, parmi du temps partiel volontaire. Et ça amène à masquer tout un ensemble d'inégalités, la façon dont on définit au niveau de Statistique Canada des choses. Donc je travaille aussi dans le livre sur ces définitions qui me semblent masquer certaines formes d'inégalités qui sont des définitions officielles. Oui, alors j'essaye de reprendre les travaux de Robert Castel en France sur l'émergence du rapport salarial. Et effectivement, ça amène à montrer que c'est extrêmement récent, extrêmement progressif au Québec. Alors par rapport à la jeunesse ou aux plus jeunes générations, je dirais que c'est pas forcément pour les plus jeunes générations des nouvelles formes de rapports salariaux. Il y a quelques nouveautés, notamment par exemple la transformation de l'assurance chômage en assurance emploi, qui a conduit tout de même à transformer un aspect du rapport salarial pour les jeunes générations. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'il y a complètement une discontinuité de ce point de vue-là. Les principales discontinuités, à mon sens, ont plus trait à l'évolution de la société. Donc premièrement, peut-être le fait qu'il y a plus de mobilité sociale ascendante, comme on a pu le constater, avec la transformation de la société, disons d'une société rurale, agricole, à une société urbaine. Il y a eu aussi un phénomène de polarisation
au Canada, comme aux États-Unis, même s'il a été moins fort. Et de ce point de vue-là, les générations de jeunes sont plus polarisées dans l'emploi. Donc ça, c'est polarisation et fin d'une mobilité sociale ascendante, ça crée énormément d'inégalités internes. De ce point de vue-là, la catégorie jeune, moi, me semble pas très pertinente. La catégorie de la génération est pertinente pour désigner une génération où il y a beaucoup de polarisation, où il y a beaucoup d'inégalités, donc où il y a des fractures sociales. Mais pour moi, la catégorie jeune n'est pas pertinente. C'est une catégorie de l'action publique qui est liée à la loi sur l'équité en matière d'emploi. C'est sûr que dans le livre, je reprends les travaux sur les discriminations selon l'origine. Et là, je montre que c'est seulement certains groupes qui sont discriminés, et particulièrement au sein des minorités visibles, ce sont les Noirs et les Arabes, particulièrement les immigrants récents, Noirs et Arabes, mais pas seulement, qui sont victimes de sélections discriminatoires à l'embauche. Là, il y a tout un ensemble de statistiques qui permettent de le montrer, également de testings qui ont eu lieu, y compris au Québec, qui démontrent très bien ces sélections discriminatoires. Également, les minorités autochtones peuvent aussi être discriminées. Elles ne font pas partie des minorités visibles au sens de la catégorie statistique, mais elles aussi peuvent être discriminées. Puis là, il y a des désavantages supplémentaires qui s'ajoutent avec des formes de décrochage scolaire et puis de l'éloignement des grands centres. Théoriquement, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on peut l'analyser à 3 niveaux différents. Un niveau macro, je l'aborde plus à travers les rhétoriques des acteurs, donc les discours des acteurs collectifs. Donc les syndicats, les think tanks de droite, les think tanks de gauche. Donc c'est la dimension politique, on va dire, et l'instrumentalisation de la notion de justice dans les débats politiques. À un niveau plus méso, donc c'est plus les critères utilisés par les administrations publiques pour sélectionner des bénéficiaires. On peut prendre l'exemple par exemple de l'assurance-emploi, qui utilise le critère du taux de chômage régional pour faire une redistribution interne à l'ensemble des régions au Canada. C'est un critère de justice fondamental et unique au Canada. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres pays qui a imaginé ce type de critères de justice interne. Et puis au niveau enfin individuel, c'est les sentiments d'injustice. Alors, en l'absence de données très qualitatives sur les sentiments d'injustice, j'ai regardé les plaintes qui ont pu être déposées à la Commission des droits de la personne, et puis j'ai essayé d'articuler ça aussi à quelques revendications dans des journaux qui apparaissaient dans des journaux de presse. Donc c'est ces 3 niveaux, je pense, théoriquement, qui sont difficiles à articuler, le niveau individuel, le niveau méso, et puis le niveau macro.